Les amis, on va se refaire une petite dose de mythes, d'idées reçues, de vrai ou faux. Je vais réagir à ça et vous expliquer le pourquoi du comment. Ok, les courbatures sont signe d'un bon entraînement. Ça, c'est faux. C'est effectivement un mythe qui perdure encore. Hein. Et je vous avoue que moi-même, je trouve ça agréable, les courbatures. Je dirais pas que je les recherche, mais le lendemain, quand j'en ai, je me dis ah putain, c'est quand même bien de sentir ses quadriceps, ses ischios, etc. Mais il faut se sortir de la tête que les courbatures sont signe d'un entraînement efficace. Parce que les courbatures peuvent apparaître pour plein de raisons différentes. Ça peut être la variation d'un programme d'entraînement, ça peut être de nouveaux exercices, une nouvelle machine, un nouvel angle de travail, une fourchette de répétition avec laquelle vous n'êtes pas habitué à travailler. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Ça ne veut pas dire que lorsque vous avez des courbatures, vous êtes plus ou moins bien entraîné. Ça veut juste dire que cette variable-là n'est pas à prendre en compte dans la prise de muscle. Pour prendre du muscle, ou plutôt pour déterminer si votre entraînement est efficace ou pas, c'est est-ce que vous avez une bonne structure d'entraînement, est-ce que les variables ont été bien sélectionnées, le nombre de séries, le nombre de répétitions, les temps de récup, etc. Si vous avez des courbatures ou pas, on s'en fout. La prise de masse a un effet négatif sur la souplesse. Ça, c'est hyper intéressant. Je pense même que ça pourrait mériter une vidéo en entier. Le problème avec la prise de masse, c'est que ça dépend comment elle intervient. On peut prendre de la masse musculaire, du muscle, hein, avec plein d'exercices différents, plein d'amplitudes différentes, ce qui aurait un effet sur la conservation, la progression ou la régression de notre souplesse. Il est tout à fait possible de prendre de la masse musculaire et d'améliorer sa souplesse en même temps, à condition de choisir les bons mouvements et de les faire avec de bonnes amplitudes. Il n'est pas rare de trouver des sportifs dans certains sports comme par exemple la gym qui sont très développés d'un point de vue masse musculaire et qui gardent une mobilité articulaire et une souplesse qui est incroyable parce qu'ils travaillent avec des exercices spécifiques dans des amplitudes spécifiques. Si vous faites que du développé à la machine convergente en demi-amplitude, c'est clair que si vous essayez de lever le bras, vous allez être limité. Par contre, je prends un autre exercice comme le soulevé de terre jambes tendues pour les ischios. Si vous le faites en bonne amplitude, ça vous fera gagner de la souplesse sur les ischios. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Donc, ça dépend de la sélection d'exercices, ça dépend de l'amplitude. En vrai, c'est plutôt faux, mais effectivement, pour certaines personnes, la prise de masse peut s'accompagner d'une perte de souplesse. Il faut mettre une ceinture de force sur le squat et le soulevé de terre. Évidemment, c'est faux. Vous n'êtes jamais obligé de mettre une ceinture de force, à part si vous faites un sport de force. Et encore, sur le sport de force, je suis même pas sûr que la ceinture soit obligatoire. Je m'y connais pas assez. Ceux qui font de la force athlétique ou du powerlifting, n'hésitez pas à nous dire si c'est une obligation dans les compètes. Mais pour votre propre pratique, non, c'est pas obligatoire. Est-ce que ça peut vous empêcher d'avoir des blessures? La réponse est non également. Ça peut vous rassurer. Peut-être que ça peut améliorer la pression intra-abdominale, encore que moi je serais plutôt partisan de vous conseiller de vous habituer à ne pas vous entraîner avec une ceinture ou le moins possible. Dans mes premières années de muscu, je mettais tout le temps une ceinture et c'était une ceinture pourrie juste pour me rassurer parce que je pensais vraiment que ça pourrait réduire le risque de blessure. C'est pas le cas. Depuis, allez, peut-être 8-9 ans, je ne mets plus de ceinture. Quel que soit l'exercice, quels que soient les perfs que je fais, que ce soit lourd ou léger, et je me porte très bien parce que je me suis habitué à travailler sans la ceinture. Je peux faire du soulevé de terre à 250 kg sans ceinture, je fais du squat, du développé couché, quel que soit l'exercice sans ceinture, parce que je pense que j'ai développé une bonne conscience de mon propre corps et qu'au final, je sais quand mes muscles vont pouvoir tenir le coup en fait. Donc non, c'est pas obligatoire. Il faut manger de la viande pour prendre du muscle. Aïe, 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 ça j'y avais déjà répondu, genre en 2014-2015. Et j'avais répondu, une bêtise maintenant avec le recul, que dans votre plan diététique, il ne fallait compter que les protéines d'origine animale. Parce que à l'époque, encore une fois, je sais que c'est une phrase de vieux, mais c'était un peu le cas, on était obsédé par l'aminogramme complet des sources de protéines animales. Un aminogramme complet, ça veut dire qu'une source alimentaire comporte les 8 acides aminés essentiels, ce qui n'est pas le cas de la plupart des protéines végétales. Bref, tout ça pour dire qu'on faisait un peu une fixette sur les protéines animales. Aujourd'hui, on sait que c'est plus nécessaire. Si vous avez une alimentation qui vous permet d'avoir tous les acides aminés essentiels sur la journée ou même sur la semaine, eh bien, la prise de muscle n'en sera pas impactée négativement. Donc non, la viande n'est pas nécessaire pour prendre du muscle. Après, il faut dire ce qui est. Les protéines animales sont quand même d'excellentes sources de protéines, sans parler de l'aspect éthique, de l'aspect environnemental, etc. Les sources animales restent une source de protéines excellente. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ça dépend de la sensibilité de chacun, ça dépend des potentielles restrictions alimentaires. Mais bon, voilà, il y a les faits et ce que vous en faites. Avant de passer au prochain mythe, les amis, petit message pour vous dire qu'il y a une nouvelle collection qui sort sur Gymshark jeudi soir à 20 h. Et c'est les nouveaux articles de la collection Power. C'est tout ce que j'aime, un peu oversize, en mode muscu old school. Et je suis sûr que vous aussi, ça va vous plaire. Il y a un petit effet délavé. Parfait. Il y a des sweats à capuche, il y a des vestes, il y a des bas de survêt, il y a des shorts, il y a tout ce que vous voulez. Et puis bien sûr, vous pourrez jeter un œil aussi aux autres collections. Merci à Gymshark de sponsoriser la vidéo du jour. Premier lien dans la description après la vidéo. Je vous laisse faire votre shopping.
Des muscles volumineux ont plus de force. Alors ça, c'est pas une idée reçue, c'est vrai. Plus vos muscles sont volumineux, plus ils sont capables de développer de la force. Je crois même qu'il y a un ratio, mais j'ai peur de dire des bêtises. Peut-être que les préparateurs physiques pourront répondre dans les commentaires parce que je crois que c'est des connaissances plutôt avancées. Et il me semble que pour chaque centimètre cube de fibres musculaires, on serait capable de développer X kilos de force. Mes connaissances sont pas assez développées pour dire si c'est exactement ça la formule ou pas, mais définitivement, plus un muscle est gros, plus il est fort. Après la prise de force, il y a plein de choses qui peuvent l'améliorer. Il y a les facteurs nerveux, il y a la technique, il y a l'adaptation à la douleur, mais la taille d'un muscle, la taille d'une fibre musculaire est directement liée à la quantité de force que cette fibre peut produire. Par contre, est-ce qu'un gars qui n'est pas très musclé, en termes de volume musculaire, peut être plus fort que quelqu'un de plus volumineux? La réponse est oui, mais c'est pas grâce à la taille de ses fibres musculaires, c'est grâce aux autres facteurs que j'ai énoncés juste avant. Technique, facteur nerveux, adaptation à la douleur. Et en fait, pour être très fort, il faut pouvoir allier tout ça. Des muscles gros, un système nerveux qui est capable d'envoyer du lourd, une bonne adaptation à la douleur et bien sûr, une bonne technique sur les exercices concernés. S'étirer avant l'entraînement évite de se blesser. Je crois qu'il n'y a aucune ressource scientifique qui nous permettrait d'affirmer ça. Après, ça dépend des étirements, ça dépend de la durée de ces étirements. Je pense que ça dépend aussi de l'intensité de la séance. A priori, c'est faux. Par contre, il y a sûrement d'autres bénéfices à pratiquer des étirements avant une séance d'entraînement. Ça peut être une sorte de préparation mentale avant la séance. Bien sûr, ça peut faire office d'échauffement, que ce soit articulaire ou musculaire. Donc les étirements, ou plutôt certains types d'étirements, et je pense surtout aux étirements balistiques, peuvent être intéressants avant une séance d'entraînement. Est-ce que ça évite les blessures? Je ne crois pas qu'on ait de ressources scientifiques pour affirmer que c'est le cas. Plus on transpire, plus la séance est efficace. Alors, efficace dans quelle mesure? Est-ce qu'elle va être plus efficace pour la perte de gras, pour la prise de muscle? Quel que soit de toute façon l'objectif, la réponse est non. La transpiration, c'est juste une évacuation de la chaleur. Ça n'a rien à voir avec la perte de gras ou la prise de muscle. Donc là, il n'y a pas besoin d'y passer 30 ans. La transpiration n'a rien à voir avec l'efficacité d'une séance. Les entraînements réalisés le matin sont plus efficaces que les entraînements réalisés le soir, j'imagine. La réponse est non. C'est même plutôt les entraînements réalisés le soir qui sont censés être plus efficaces que le matin. Il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la question parce que vous savez que j'ai répondu déjà à pas mal de questions. Effectivement, les ressources scientifiques montrent que les entraînements réalisés autour de 17 heures seraient les plus efficaces. Je mets seraient parce qu'en fait, c'est surtout lié à vos habitudes personnelles. Si vous avez toujours l'habitude de vous entraîner à 10 heures du matin, c'est à cette heure-là que vous allez être le plus efficace. Donc, faut pas se casser la tête avec l'heure de votre entraînement. Il faut juste faire en fonction de votre emploi du temps et s'y tenir en fait. C'est surtout la régularité et la constance qui vont faire que vous allez pouvoir être efficace sur votre séance. Si vous entraînez tous les jours à 10 heures et qu'un jour vous allez à la salle à 22 heures, c'est clair que ce sera potentiellement moins intéressant pour vous. Le full body est un format d'entraînement dédié aux débutants. Alors ça c'est faux. On peut progresser même en tant que pratiquant expérimenté avec du full body. J'aurais même tendance à dire que le full body est tellement sous-coté parce que ça peut apporter tellement de bénéfices. Après, ça dépend des goûts de chacun. Mais clairement, même après 3, 4, 5, 6 ans de musculation, vous pourriez progresser avec du full body. Ce que j'aime bien faire, c'est de ne pas m'attacher émotionnellement à un format d'entraînement. Le full body, le split, le upper lower, le push-pull legs, ils ont tous des avantages et potentiellement quelques inconvénients. Mais pour s'en apercevoir, encore faut-il les tester. Moi, je vous conseille de les essayer, vous verrez bien ce que ça donne et essayer d'identifier avec quel format d'entraînement le volume de travail peut être le plus important parce que vous savez que c'est ça qui va vous faire prendre du muscle. Mais le full body, c'est pas forcément pour les débutants. Les shakers de protéines ne sont efficaces que 30 minutes après l'entraînement. Évidemment, c'est faux. Les shakers de protéines peuvent être efficaces à n'importe quel moment. Vous savez que pour prendre du muscle, il faut avoir une balance azotée positive. Pour avoir une balance azotée positive, il faut consommer assez de protéines. Ça peut être à l'aide de shakers protéinés qui peuvent être pris n'importe quand dans la journée. Beaucoup de pratiquants, dont je fais partie, prennent des shakers de protéines après leur séance d'entraînement, mais pas directement après. On attend un tout petit peu, juste pour l'aspect pratique en fin de compte. Mais en soi, ce qui nous intéresse le plus, c'est le quota journalier et c'est ça qui va être directement lié à votre prise de muscle. Mais si vous voulez creuser un peu plus ce sujet, j'ai fait une vidéo super bien sur la fenêtre anabolique. Elle va s'afficher quelque part sur l'écran. Donc cliquez dessus pour voir ce que ça donne, je suis sûr que ça répondra à beaucoup de vos questions. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, on met un gros pouce en l'air. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt. A plus.